Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau webinaire du Florian Manciol Institut RH. Je suis ravi d'être avec vous une nouvelle fois pour ce webinaire où on va parler d'adaptabilité, clé de la réussite. Est-ce que vous m'entendez, vous me voyez bien? Bonjour Florence. Est-ce que vous voyez la jolie météo que l'on a ici à Montpellier, puisque moi je suis à Montpellier, je suis ravi de savoir où vous êtes. N'hésitez pas à me dire que vous m'entendez bien, vous me voyez bien et que vous êtes à tel endroit. Bonjour Stéphanie, donc je comprends que vous m'entendez, que tout va bien. Bon, allez, tout se passe très bien. Jusqu'à Pau, c'est merveilleux. Montpellier, Pau, Aix-en-Provence, bon c'est génial. Merci. On va parler d'adaptabilité parce que l'adaptabilité, en fait, pour être transparent avec vous, c'est grâce à notre partenaire Central Test, notre plateforme de test que nous utilisons depuis de très nombreuses années, que Lucia m'a demandé de faire un podcast sur l'adaptabilité. Vous pouvez le retrouver en ligne directement, ce podcast, où je me suis bien amusé avec eux. Salut François, sur l'adaptabilité. Et ça m'a donné l'envie de vous faire un webinaire sur le sujet. Alors, excusez-moi, parce que j'utilise des nouveaux outils et je me suis perdu. L'adaptabilité, première question. Salut Catherine de Niort, Catherine J. Jolie, notre consultante à Niort. Salut. L'adaptabilité, pour moi, la bonne phrase, le bon aphorisme qui nous connaissent nos aphorismes, c'est de savoir si vous aimez danser sous la pluie quitte à être malade ou si vous préférez attendre que l'orage passe en restant à l'abri afin d'être en forme après. Et j'aimerais avoir votre avis. Bonjour Franck de Lyon, Franck Armand, notre consultant de Lyon, qui vient de finir sa formation. J'aimerais avoir vos avis. Vous êtes plutôt danseur sous la pluie quitte à être malade après, comme Fred Astaire, ou vous préférez rester à l'abri pour être en forme après, pas être malade, etc. C'est quoi votre team, comme disent les jeunes? Option 2 pour Olivia. Une, deux, dansons sous la pluie carrément. 2, 1. Ah, j'aurais dû faire un sondage. C'est vrai que j'aurais dû faire un sondage. Je sais qu'il y a un petit outil de sondage là sur Google, mais est-ce que j'ai le temps de faire un sondage? Je l'ai pas fait, j'en suis désolé. Ça va être trop long à mettre en place. C'est partagé, hein, globalement, c'est partagé. Ça dépend de l'énergie disponible. Ah ouais. Je suis curieux aussi d'avoir le pourquoi, le pourquoi de votre team 1 ou team 2. J'aime bien les commentaires. Hein. Nos webinaires sont là pour être interactifs. Il faut qu'on discute, qu'on échange. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Françoise est plutôt prudence. Florence, YOLO. Je comprends pas les références, Florence. Je suis désolé. Sortir de sa zone de confort pour Luc. Ouais. You only live once. Ouais, excusez-moi, YOLO. Oui, maintenant ça y est, je l'ai. Merci Florence. My English is not very well. Danser sous la pluie, c'est être heureux et vivre. Ouais, Franck. Oser pour Monsef, exactement. Prévenir plutôt que guérir. Ah ouais, Olivia, bien sûr. Ah mais il y a pas une bonne team, hein. Les deux s'entendent, hein. Les deux s'entendent. Il y a pas une bonne team. Ce genre de choses. Bon, génial. Merci. Merci à toutes, merci à tous. Ça me permet d'enchaîner effectivement sur ce webinaire. Et vous avez compris que le but c'est qu'on échange, qu'on discute. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, amender, échanger dans le chat. Ça fait partie du jeu et du rôle. L'adaptabilité, effectivement, le petit aphorisme qui marche bien, c'est que la vie ne consiste pas à attendre que l'orage passe, mais à apprendre à danser sous la pluie, hein, à danser sous la pluie dans l'adaptabilité. Et puis le deuxième que j'aime bien aussi en lien avec le premier, c'est que la vie ne consiste pas à avoir les bonnes cartes en main, mais à bien jouer avec celles que l'on a. Et c'est ça l'adaptabilité, hein. C'est pas être fataliste de dire ah bah oui mais moi j'ai pas les bonnes cartes, j'ai pas de chance, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Là il y a tout le temps de l'orage, c'est compliqué quand il pleut, etc. Non, il faut travailler sur son adaptabilité et c'est un travail sur soi l'adaptabilité. Et nous on le voit tous les jours en matière de recrutement, l'adaptabilité que nous on peut avoir vis-à-vis de nos clients en tant que cabinet de conseil en recrutement, mais également l'adaptabilité des candidats qui postulent au recrutement. Ce matin j'étais avec une cinquantaine
cinquantaine de jeunes de l'école IFAG à qui j'expliquais justement qu'il fallait s'adapter aux besoins, à la demande de l'autre, et ça c'est fondamental. Donc j'aime bien ces deux aphorismes qui marchent bien. Jouer avec celle que l'on a, mais surtout en obtenir d'autres. Oui, et bien sûr, provoquer, oui, exactement, Jérôme. Provoquer, changer, jouer, et donc s'adapter à ce qu'on a. S'adapter, faire des pas de côté, ça c'est extrêmement important. J'adore. Alors, pour vous parler de mon adaptabilité personnelle, je vais vous parler de mon histoire personnelle. Peut-être que certains me connaissent, peut-être d'autres pas du tout. Donc, je suis Loïc Douillère, co-gérant du Flamand sur l'Institut. Mais avant d'être chasseur de tête, j'ai été chasseur de sous-marins. Et parce que j'ai fait 8 ans dans la Marine nationale, j'ai travaillé sur des bateaux. Donc, j'étais en surface, ce qu'on appelle, il y a les sous-mariniers qui sont sous l'eau et les surfaciers qui sont sur les bateaux. Moi, j'étais sur les bateaux et je travaillais sur les sonars. Alors, peut-être que certains ont vu Le Chant du Loup, ou pour les plus anciens, à la poursuite d'Octobre Rouge, il y avait des gens avec des casques qui écoutaient sous l'eau, puisque comme le disait notre ami Cousteau, c'est surtout pas le monde du silence, vous avez déjà mis la tête sous l'eau, vous entendez le bruit. Et moi j'étais ce qu'on appelle oreille de cocker. Alors c'est moins glorieux que les oreilles d'or, peut-être des gens connaissent ces choses-là. En gros, j'étais capable de reconnaître un bateau de commerce d'un sous-marin, mais les oreilles d'or sont capables de donner quasiment l'âge du capitaine. Pour faire très simple. Donc, je suis passé de chasseur de sous-marin à chasseur de tête. Ça se fait pas en un coup. Il m'a fallu faire preuve d'adaptation. On verra les ressorts. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place. J'ai dû me former. Bah oui, parce que c'était pas inné. Alors pourquoi j'ai voulu faire ça? Tout simplement parce que la vie dans la Marine nationale c'est bien, mais je partais entre 100 et 200 jours de mer par an. Pour avoir une vie familiale, c'est un petit peu compliqué. Ce sont des métiers passionnants, intenses, engageants, mais familialement c'est particulier. Donc quand on est jeune, c'est super. Quand on commence à vieillir et vouloir s'installer, c'est un petit peu plus compliqué. J'avais une problématique sur le management. Moi, j'étais sous-officier et non officier. Les officiers, on leur apprenait à management. Moi, les sous-officiers, c'est une sorte de chef d'équipe, et donc c'était pas moi qui avais voix au chapitre sur mes équipes, sur qui, quoi, etc. Et dans la marine comme dans l'armée, le chef d'équipe, le sous-officier, c'est pas lui qui décide, qui donne l'information, il est là pour exécuter et amener, encadrer une équipe. Donc j'encadrais entre 10 et 20 personnes à peu près en moyenne. Et donc ça m'a gratté le cerveau, et donc j'ai repris les cours du soir. J'ai appris que ça s'appelait les RH. J'ai repris les cours du soir au CNAM en RH. Donc ça m'a nécessité de la curiosité, de la remise en cause, d'aller chercher des informations, faire de la veille, et puis 3, de me former, et puis à la fin de prendre un risque qui était de quitter la Marine nationale, une institution dans laquelle j'étais payé chaque jour que Dieu faisait, qui me demandait de faire des choses. Donc il a fallu que je prenne des risques pour changer de carrière. Et puis j'ai croisé Florent Mentionne, et à cette occasion, j'ai fini par rejoindre le cabinet en septembre 2001. On a fini par le racheter avec mon associé Augustin Valero, qui en ce moment se balade entre Montpellier et Le Havre, puisqu'il fait une conférence cet après-midi, enfin ce soir, au Havre. Bonjour les Havrais et les Normands. Je suis normand d'origine, je suis né à Rouen, pour la petite information. Et donc, on a fini par racheter en 2007, et on est aujourd'hui passionné par notre métier. Mais c'est un travail d'adaptation permanente que l'on fait. On doit s'adapter en permanence aux contraintes environnementales, aux contraintes sanitaires. Vous avez tous vécu le Covid. On doit s'adapter à faire un tas de choses pour que notre cabinet continue à se développer. Aujourd'hui, on est une trentaine de consultants. Voilà une première de mes expériences d'adaptabilité de ma part, parce qu'effectivement, faire le grand saut, pour beaucoup, c'est très inquiétant, très angoissant, qui plus est quand on a des charges de famille, quand on a des prêts ou tout un tas de choses, qui fait que le saut d'un métier à un autre est souvent très très engageant, d'une activité à une autre est souvent très très engageant, et ça se fait pas en un claquement de doigts. Il m'a fallu plusieurs années pour basculer de l'un à l'autre. Donc c'est quelque chose de très engageant, et je pense qu'il montre mon adaptabilité. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, parce que je vois que vous êtes très très sage, vous m'écoutez sagement, qui connaissent ces environnements, qui ont eu des reconversions un petit peu similaires. Alors, si j'ai des chasseurs de sous-marins qui sont passés à chasseurs de tête, je serais ravi de partager avec eux. Il y a peut-être d'autres dans la salle qui ont eu ce genre d'expérience. Je ne sais pas si ça vous résonne. Différentes expatriations, effectivement,
Olivia. Dans quel pays, Olivia? Parce que l'adaptabilité culturelle, l'interculturel, hein, il y a des formations interculturelles. L'Australie, la Chine, ah ouais, c'est le grand écart. Je rentre de Chine. J'étais en Chine cet été. Quel pays intense et fascinant. Je suis ressorti de là avec un côté intense et fascinant. Expatrié en Australie, en Inde. Ah, c'est génial. Deux anciens expats d'Australie tous les deux. J'ai été en Australie avec mon épouse, on s'est régalé. Expatriation en Corée, génial. Ça a beaucoup bougé. Hein. J'ai travaillé en cabinet de chasse à mes débuts. C'était à l'étranger en 2000, période de folie. Période de folie. Dans le bon sens, Stéphanie, j'espère que vous en avez un super souvenir, un cabinet de chasse, j'imagine, de chasse de tête, hein, 20 ans en Espagne pour Loïc, très beau prénom. Donc des belles preuves d'adaptabilité. Hein. Je suis ravi de vous écouter, de vous lire. Super sympa le profil IT, passer d'une fonction RH à un chef de projet, puis PMO. Bravo Florine, de belles expériences. Continuez à alimenter. Moi, je vais continuer un petit peu à dérouler, mais continuer à alimenter, c'est super. 4 ans au Canada. Donc, effectivement, l'expatriation est quelque chose qui nous demande de nous adapter. Et évidemment, je ne pouvais pas faire un webinar sur l'adaptabilité sans parler de Charles Darwin. Hein. Forcément, j'ai dû apprendre à aimer l'AS Saint-Étienne pour Franck Armand. Pour quelqu'un, effectivement. C'est aussi une preuve d'adaptabilité, la culture. Ce n'est pas la plus forte des espèces qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui s'adapte le mieux au changement. Évidemment, hein, c'est pas être le plus fort, le meilleur, c'est pas lui qui va gagner, hein, ou c'est pas elle qui va gagner, hein, c'est véritablement celui qui s'adapte le mieux au changement, aux évolutions. J'aurais pu mettre une autre image à laquelle j'ai pensé hier soir. Je me suis dit j'allais vous mettre une image de Dune, vous savez ce film dans le sable, parce que je pense que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il faut accepter qu'on vit sur des sables mouvants. On vit notre vie sur des sables mouvants. Et ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui savent s'adapter aux sables mouvants. Et dans ce film Dune, pour ceux qui l'ont déjà vu, ils ont fait des nouvelles versions qui sont assez remarquables. On voit qu'il y a ces fameux Fremen qui vivent dans le désert, qui savent surfer sur le sable, s'adapter à l'eau, le manque d'eau, etc. Et c'est eux qui réussissent, c'est eux qui gagnent à la fin. On voit bien que dans le monde dans lequel on vit, dans la vie, en général, mais encore plus dans le monde économique, c'est bien les entreprises, c'est bien les managers, c'est bien les collaborateurs qui s'adaptent. C'est pas forcément le plus fort, c'est pas forcément le plus intelligent, c'est pas forcément le meilleur, c'est celui qui sait s'adapter. Luc me dit vivre avec une ALD. Alors ALD, je ne sais pas ce que ça veut dire, les acronymes, j'ai toujours un peu de mal, je suis désolé. Hein. Une fois que vous allez me le dire, on va tous partager. Bonjour, affection de longue durée. Ouais, évidemment, soit pour soi-même, soit dans la vie de l'accompagnement. Vous verrez, je vous parlerai de mon papa tout à l'heure. Ça fait aussi partie de ce genre de choses où il faut s'adapter en permanence. Hein. Pour moi, intelligence égale capacité d'adaptation. Exactement, Olivia, ça fait partie c'est une forme d'intelligence, la capacité d'adaptation. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup de soft skills. Effectivement, la capacité d'adaptation est une soft skill qui est très recherchée parce qu'on sait dire aujourd'hui que la ligne tracée qui fait que ma maman, je vais vous parler de mon histoire, ma maman est rentrée au ministère de l'Agriculture très jeune, secrétaire administrative, et a fait toute sa carrière dans le ministère de l'Agriculture. C'est ce qui me vaut d'avoir déménagé de Rouen à Montpellier. Grand bien lui a fait de demander cette mutation. Mais ce genre de carrière s'est terminé en fait très monolithique, et j'adore ma maman, mais très monolithique sur sa carrière dans le même entreprise avec quelques évolutions, mais pas tant que ça. C'est terminé. Aujourd'hui, on a besoin de s'adapter. Hein. On a besoin de s'adapter. Donc Charles Darwin, effectivement, l'adaptation, l'évolution. Gardez ça en tête, ça va continuer, ça continue. J'ai pas mis l'IA. C'est vrai que j'aurais pu mettre l'IA ici dans l'évolution, dans le petit dessin que l'on a ici. On devrait mettre l'IA, en tout cas l'alliance IA-humain. Il faut savoir que depuis quelques mois, IBM a recruté un responsable human-machine, un manager dont le job c'est de faire collaborer des humains avec des IA et d'intégrer ça comme l'IA dans l'équipe complète. Donc, vous voyez, l'évolution, l'adaptation, là on sent qu'on est dans quelque chose qui est en train d'avancer.
Alors, c'est bien l'adaptabilité, mais effectivement, j'adore ce dessin parce que quand on dit qui veut changer, tout le monde est là. Et puis, quand il faut demander qui va changer, il y a plus grand monde. Il y a plus grand monde qui veut changer. Je prends l'exemple de la mobilité. Hein, tout le monde dit, ah oui, les voitures, ça pollue. Et qui est vraiment passé à des mobilités différentes? Qui, j'entends beaucoup dire, ah, les voitures électriques, c'est compliqué parce que tu comprends, on peut pas faire les trucs, les machins, les bidules. Bah oui, Julien, comme les voitures. Exactement, exactement. Tu prends l'exemple que je prends, je roule en voiture électrique et j'entends tout et n'importe quoi sur les voitures électriques. Surtout sur des gens qui n'ont jamais utilisé les voitures électriques et qui disent ah mais c'est compliqué, etc. Bah oui, mais tout le monde est convaincu que c'est bien à la terme parce que il y a plus de pétrole, il y a plus de ceci et ce genre de choses. Donc effectivement, tout le monde a envie de changement, mais finalement quand il s'agit de vraiment changer, c'est toujours un petit peu plus délicat, un petit peu plus compliqué. Alors, hop, je suis obligé de cliquer ici. Et en fait, ça naît de quelque chose qui est la courbe de changement, la courbe de deuil, la courbe de changement, la capacité d'adaptation, etc., que certains probablement connaissent, hein, qui va faire que j'aime bien cette version-là, parce qu'elle est multifactorielle. Elle est, 1, sur la courbe, et 2, les bulles informées, guidées, encouragées, c'est des bulles managériales. Donc, comment un manager peut accompagner quelqu'un sur la courbe de changement? En gros, pour faire très simple, pour passer d'un état X à un état Y, on va tous passer par un état de changement. Donc, on va passer par cette fameuse courbe du changement. Et cette courbe de changement, elle est plus ou moins profonde selon le changement. Si on change mon bureau, mon cadre derrière moi, pour moi, ça va pas être très, très grave. Pour d'autres, ça va être très profond. Alors évidemment, c'est pas le cadre du bureau qui va changer grand-chose. Et pour casser ça, on a un exemple, c'est l'entreprise HP qui, j'imagine qu'il continue à faire ce genre de choses, qui interdit à leurs collaborateurs de rester plus de 2 ans dans le même bureau. Donc, ils demandent à leurs collaborateurs de changer tous les maximum 2 ans de bureau pour éviter que quand il va falloir changer de bureau, s'adapter, être flexible, etc., ce soit un drame pour les gens. Évidemment, quand on perd son job, le drame est important. Quand on perd quelqu'un, le drame est important. Donc, la courbe va être profonde, va être très difficile. Et donc, dans cette courbe, vous voyez bien qu'on part d'ici le choc de l'apprentissage de cette courbe. Et puis ensuite, on va être dans le déni, on va pas accepter le changement, on va être dans la colère, on va pas être d'accord, on va se heurter, on va parfois marchander, négocier, est-ce que je peux pas rester mon job, etc. Jusqu'à être dans la tristesse, peut-être dans la dépression, et jusqu'à arriver à ce point ici qui est le fameux point de deuil, où au moment où on a fait le deuil véritablement, on va être capable de repartir. Et là, on va accepter la nouvelle situation. Ça va pas se faire d'un seul trait, on va pas être directement en haut, on va être dans la découverte et puis on va être dans l'action. Donc vous voyez que il faut passer par toute cette étape pour passer dans une phase de X à Y et donc de s'adapter, hein, véritablement l'adaptation. Et le rôle des managers, c'est d'informer, de bien informer, c'est de guider pendant la phase de remise en question, c'est d'encourager dans la phase de remobilisation et c'est de reconnaître dans la phase d'engagement. C'est pas toujours simple, hein. Mais effectivement, Philippe a complètement raison. Ces étapes sont indispensables pour être capable de s'adapter. Pour être capable de s'adapter, ces phases sont indispensables. Sinon, vous n'arriverez jamais à vous adapter, à passer d'un état X à un état Y. Alors, dans la recherche d'emploi, dans l'accompagnement, dans le coaching, dans la formation, dans plein de choses. Sachez que ça existe. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui vous disent, ils sont très forts, non, c'est bon, j'ai fait mon deuil. Et nous, on sait que tant qu'ils ne sont pas passés par ces phases-là, ils n'arriveront pas à basculer dans l'autre étape. Et alors, parfois, on fait 3 pas en avant, 4 pas en arrière, hein, parce qu'en fait, on n'est pas vraiment passé par ces phases-là. Et donc, il faut accepter, comme l'a dit Philippe très très bien, il faut accepter que ces étapes sont indispensables pour s'adapter. Parce que l'adaptation, c'est la gestion du changement. C'est la gestion du changement. Et vous, si vous êtes manager, eh ben, il faut accompagner vos collaborateurs dans ces phases-là. Et pour certains, c'est plus dur que pour d'autres. Dans l'entreprise, ça se traduit comment? Alors ça, pour nous, c'est un organigramme. Oui, je sais, c'est pas tout à fait les organigrammes que vous avez l'habitude de voir. Ce sont ce qu'on appelle, nous, on a nommé ça les organigrammes à la Calder.
Ceci est un mobile à la Calder. Alors, s'il y en a certains, parce qu'il y a eu des voyageurs là parmi nous, s'il y en a certains dans la salle qui sont allés, qui ont pris l'avion et qui ont atterri à John Fitzgerald Kennedy, l'aéroport de New York. Je ne sais pas si certains sont allés à New York, à l'aéroport JFK. Si vous avez eu la chance d'aller à JFK, vous avez pu croiser ce mobile à la Calder. C'est un mobile gigantesque. Hein. C'est une sculpture gigantesque, monumentale, comme diraient certains. Moi, j'ai eu la chance d'y aller et donc j'ai une photo devant ce mobile. Mais c'est la même chose que les mobiles dans les berceaux des enfants. Vous savez, dans les berceaux des enfants, en haut, on leur met un mobile et ils attrapent les mobiles. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vous pose la question, vous pouvez répondre dans le chat. Qu'est-ce qui se passe si on enlève le point rouge? Si on enlève le petit point rouge, qu'est-ce qui va se passer? Allez les amis, à vous d'écrire. Un déséquilibre, ouais. Tout bascule, déséquilibre, un manque. Il n'y aura plus de rouge. Oui, c'est pragmatique, Franck, exactement. Ça penche, un rééquilibre. Ah, alors, j'entends plein de mots, je vois plein de mots. Tout bascule, tout doit se rééquilibrer. Ah, j'aime bien Claire. J'aime bien Claire. Oui, voilà, Philippe, un mouvement. Effectivement, le déséquilibre est un mouvement, est une action. Mais en fait, on passe d'un état X d'équilibre à un autre état X, Y d'équilibre, une autre forme d'équilibre. Entre les deux, il va y avoir un sable mouvant, un déséquilibre. Le déséquilibre, c'est un mouvement, hein, c'est une action. Et donc, on va aller vers un nouvel équilibre. Effectivement, Arnold Pavlovic, notre consultant d'Orléans. Bonjour Orléans. Effectivement, on va retrouver une forme d'équilibre après. Ça ne sera pas tout déséquilibré tout le temps. Hein. Ça sera peut-être pas aussi confortable, ça sera peut-être pas aussi agréable, mais ça sera un nouvel équilibre. Et l'autre point, c'est que si maintenant j'amène une autre pièce et que je la mets par exemple ici, je rajoute un bout ici, qu'est-ce qui se passe encore? Rien ne se perd, tout se transforme. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Eh bien oui, une nouvelle figure. Et donc, un nouveau déséquilibre et un nouvel équilibre à terme. Exactement. En gros, tout ça pour vous dire que dans le monde de l'entreprise, c'est pas parce que Pierre, Paul, Jacques ou Jacqueline s'en vont que c'est la dernière des catastrophes. Oui, ça va être inconfortable. Oui, ça va se déséquilibrer. Oui, il va falloir s'adapter. Il va falloir faire appel à l'adaptation. Oui, il va y avoir une nouvelle organisation, Mina. Exactement. Et donc, il va falloir se remettre à rééquilibrer et s'adapter à ce nouvel équilibre. Et donc, c'est un déséquilibre perpétuel, le monde de l'entreprise, parce que ça va, ça vient, parce que les fonctions, parce que les personnes, parce que le monde bouge, parce que, etc. Oui, effectivement, personne n'est irremplaçable. La fonction doit être pérenne et non les personnes, hein, soyons bien clairs. Peut-être mieux équilibré. Oui, j'aime bien ça, Jean-Philippe. Effectivement, peut-être que ça sera mieux équilibré. En fait, nous, on aime bien cet organigramme-là parce que, effectivement, si on prend les organigrammes classiques, le chef en haut, en râteau, etc., qu'est-ce qui se passe? Il va se passer qu'on ne mesure pas le poids de chacun dans l'entreprise. Et le poids n'est pas forcément en lien avec la position dans l'entreprise. C'est pas forcément le directeur commercial qui a du poids, c'est peut-être l'assistante du directeur commercial. Parce que des directeurs commerciaux, il en est passé 5, alors que l'assistante des directeurs commerciaux, c'est toujours la même. Et elle a du poids dans la boîte parce qu'elle connaît, elle a l'histoire, la culture, les valeurs, etc., etc. C'est peut-être le directeur financier parce que c'est une boîte qui est très orientée finance. C'est peut-être le patron, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Donc, cet organigramme, il prend en compte le poids de chacun. Et quand on enlève, eh ben, effectivement, on va trouver une nouvelle forme d'équilibre. Voilà pourquoi nous on réfute le fait de faire du clonage. Parce que le point rouge ne reviendra jamais. J'en suis sûr, il faut que je fasse mon deuil de ce point rouge. Et c'est ça que les managers ont souvent du mal, parce qu'ils ne font pas leur courbe de changement et ils ont du mal à s'adapter. Hein, vous connaissez tous l'histoire où vous avez une jeune collaboratrice qui arrive dans votre bureau. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Loïc. Et là, vous êtes manager avec un peu d'expérience, vous dites « Oh putain merde ». Alors, vous gardez le sourire. Je suis enceinte, mais félicitations. Et dans votre tête, vous dites « Oh putain, comment je vais faire ma super assistante qui s'en va, ma super collaboratrice qui s'en va pendant quelques mois, ça va être le bazar le plus total. » Mais c'est pas grave, Tant mieux, humainement, vous êtes content parce que c'est une belle chose que quelqu'un enfante, donne la vie à un enfant, c'est la plus belle des choses.
Et de l'autre côté, en tant que manager qui gère une équipe, vous dites « Ah, mais j'étais bien dans mon truc, là, c'était tranquille, calme. » Il faut accepter le fait que ça va bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit avec les collaborateurs, que ce soit avec l'environnement, que ce soit les managers, que ce soit les clients, etc. Ça va toujours bouger. Donc, dites-vous bien que votre organigramme, il ressemble beaucoup plus à ça. Et donc, vous allez devoir vous adapter. Vous allez devoir vous adapter. Alors, j'ai vu qu'il y a eu plein de choses dans le chat, ça a fait réagir. Philippe qui me dit que j'ai raison, c'est sympa. Le système ne favorise pas la mobilité. Ah oui, oui, et la prise de risque. Ah, bah ça, malheureusement, Philippe, effectivement, on va en parler juste après. On va en parler juste après de l'adaptabilité, de la prise de risque, saisir l'événement comme une opportunité. Oui, j'aime bien cette philosophie, Frédéric. Ce n'est plus le commerce qui domine, mais la finance. Ça dépend des entreprises, Arnold. Il y a des entreprises qui sont hyper guidées par le business, d'autres qui sont hyper guidées par la production, d'autres qui sont guidées par la finance. C'est très, très variable. On essaie d'être non remplaçable en relativisant, on passe mieux le cap du départ pour s'adapter. Oui, Laurent, exactement. Mais il faut qu'on sache qu'on est irremplaçable et il faut mettre en place le système pour qu'on soit irremplaçable. Parce que ça va vous permettre de prendre des vacances plus sereinement, les amis. Hein. Et oui, et oui. Ça vous permettra de vous-même mieux rebondir. Ça vous permettra vous-même d'avancer. Même, j'ai vu les coups de pièce font avancer, même les coups de pied aux fesses font avancer aussi. Les échecs font avancer aussi. On va en parler. Hop, je continue d'avancer. Allez, une fois qu'on a planté un petit peu le décor. Quelques définitions, 3 définitions. La définition du Larousse qui dit que l'adaptabilité, c'est la capacité de s'adapter à un nouveau milieu ou à de nouvelles situations, bien sûr. Wikipédia, hein, aujourd'hui, c'est le 2e dictionnaire, voire le premier pour certains. Faculté de s'adapter, d'être adapté. Ah, faculté de s'adapter, faculté d'être adapté. Vous voyez qu'il y a deux notions là derrière. Et puis, la définition du Florence Institut RH, c'est le potentiel à évoluer, pour moi. Parce que nous, on fait du RH, on fait du recrutement. Donc, le potentiel a évolué, l'adaptabilité. Et oui, c'est comment je vais faire pour trouver de cet événement, je ne sais plus qui a dit, un événement comme une opportunité. Pour nous, c'est ça. Donc, c'est un potentiel, l'adaptabilité, parce que je ne sais pas si je suis adaptable sur telle ou telle situation. Et puis, potentiel à évoluer, parce que je vais bouger, je vais changer, je vais m'adapter nécessairement. Ouais, la chance, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on va faire avec ce qui va nous arriver. Oui, exactement, merci. Dans les adaptabilités, pour moi, il y a 2 types d'adaptabilité. Il y en a d'autres, hein, mais on va en voir. Il y en a 2 grandes familles, mais l'adaptabilité pour aller où, etc. Alors, pour aller où, hein, pas pour râler où. Petite joke, Jérôme. L'adaptabilité personnelle, l'adaptabilité organisationnelle. Dans l'adaptabilité personnelle, je vais vous citer encore une autre histoire, parce que je vais vous citer une histoire professionnelle, plutôt organisationnelle. L'image, pour ceux qui m'ont déjà vu faire des conférences, vous avez peut-être déjà vu ces images-là. J'aime montrer la cheville de mon épouse, qui, le 17 mars 2016, s'est cassé la cheville. Et donc, vous voyez, après l'opération, une grande vis, une broche, tout ça, c'est rentre dans une cheville. Elle s'est cassé les 2 malléoles de la cheville droite, je crois. Je ne sais plus si c'est à la droite ou à la gauche, mais je dirais à la droite. Malheureusement, ça m'a demandé de m'adapter au niveau personnel. Pourquoi? Parce que mon épouse, on forme un team ou un couple où on a réparti les possibilités de faire les choses, beaucoup d'organisation logistique pour mon épouse et beaucoup de développement de l'entreprise pour ma part, même si mon épouse, la gauche, merci, parce qu'en plus ils reconnaissent les images, donc c'est gentil. Donc Jean-Philippe. Donc effectivement, ça nécessite de s'adapter. À ce moment-là, ma vie va basculer en termes d'horaire, ce que je ne pensais pas possible, de pouvoir faire mon travail de 9h à 16h, parce qu'on a fait un choix éducatif qu'il faut que nos enfants s'en occupent le soir, ils vont pas dans les études, etc. On fait les devoirs avec eux, et donc il a fallu que je m'adapte. Et pourtant, en 2016, malgré que mon épouse n'était plus en mesure de gérer la logistique familiale, on a acheté une nouvelle maison, on a fait 7 mois de travaux que j'ai pilotés. C'est pas moi qui ai fait les travaux, je vous rassure, je suis pas très bon à ce jeu-là. J'ai fait des conférences, j'ai fait des webinars, je me suis occupé de mon papa qui est, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui est handicapé, qui est aujourd'hui dans une maison de retraite, donc il a fallu que je m'en occupe aussi pour le mettre, etc., etc. Et puis, sorti de ça,
Une nouvelle fois, j'ai essayé de m'adapter. J'aurais pu, une fois que mon épouse a refonctionné, remarché correctement, que la maison était construite, rénovée, et qu'on était rentré dedans, j'aurais pu reprendre ma vie d'avant et j'ai fait un choix différent. Et ce choix, c'est de prendre 10 à 13 semaines de vacances par an. Le trou que j'avais, le trou d'air que j'avais, je ne l'ai pas comblé complètement par retravailler comme un fou. Je dis pas que je travaille pas comme un fou, hein, je suis workaholic comme disent mes enfants. Je fais des sprints entre mes vacances et donc je pris 10 à 13 semaines de vacances par an depuis. Ça m'a demandé de m'adapter au niveau personnel, de me remettre en cause, de me remettre en cause sur mon mode de fonctionnement et ce genre de choses. Donc c'est fondamental. Merci Jérôme. L'adaptabilité commence par l'écoute et non dans un monologue. Oui, effectivement, Jérôme. Mais c'est une conférence, je ne peux pas vous faire tous parler, cher Jérôme. L'adaptabilité personnelle, compétence clé pour moi, la flexibilité cognitive, être capable de revoir ses stratégies. Le deuxième, la résilience émotionnelle, gérer le stress et l'incertitude face à l'inconnu. Pour s'adapter au niveau personnel, c'est ce que je disais sur la notion effectivement de sable mouvant, savoir que l'inconnu va arriver, savoir que l'inconnu. N'hésitez pas à commenter, hein, bien sûr. Hein. Ouverture à l'apprentissage, se former continuellement, accepter les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Je l'ai vu plusieurs fois dans les commentaires, bien sûr. Et enfin, la confiance en soi, en ses capacités à évoluer. On est tous capables d'évoluer, les amis. Vous, moi, n'importe qui, l'être humain est une machine à évoluer, à s'adapter en permanence. J'en veux pour preuve, on s'est tous adaptés au moment du Covid, alors plus ou moins bien, hein, mais on s'est tous adaptés à cette bête-là. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, les signes noirs et l'antifragilité, effectivement. Et pour commenter l'adaptabilité personnelle, je vais prendre l'histoire que peut-être certains connaissent ou d'autres pas connaissent bien ou moins bien, l'histoire de Xavier Niel. Xavier Niel, je ne sais pas si tout le monde connaît ce monsieur. Xavier Niel, c'est le patron de Free. C'est celui qui a lancé la Freebox. C'est celui qui a lancé l'offre triple play. Le fait que vous ayez avec Internet, le téléphone, la télé et Internet. C'est complètement fou. Mais je suis pas sûr que tout le monde sache que ce monsieur a démarré dans le Minitel Rose. Il a fait sa première fortune très très jeune dans le Minitel Rose. Ça lui a valu des petits problèmes avec la police. Et donc, il est parti de zéro, il est jeune étudiant en informatique, je ne sais plus quelle école, d'assez bon niveau, et il a commencé à faire du Minitel Rose. Ça a très bien marché. Et ça lui a permis de racheter la société qui allait devenir Free quelques années plus tard. Et donc, en 40 ans, dont 25 ans avec Free, il est passé de 0 € à aujourd'hui 10 milliards. Donc, effectivement, il a dû faire preuve d'adaptation. Il a retourné complètement son marché, puisqu'il est parti de quelque chose qui était le Minitel, c'était déjà du réseau. Il est parti dans le Minitel Rose, quelque chose qui était olé olé et à la limite de la légalité. Hein. Il a fait des investissements qui étaient voilà. À aujourd'hui quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde plébiscite, tout le monde utilise. Et donc il a fait vraiment un virage, une capacité de s'adapter, à voir les tendances, à voir les évolutions, à être ouvert à l'apprentissage, à se faire confiance, à tenter des choses, ce genre de choses. Donc voilà, je voulais vous montrer pour une fois une société française avec ce brave Xavier Niel. J'étais chez Station F il y a 15 jours à peu près. Station F, c'est le centre de start-up à Paris que Xavier Niel a lancé. Il n'est pas philanthrope, hein, il a lancé ça pour investir, détecter des pépites au quotidien. Alors, je vois que je plus sois Franck. S'adapter, c'est aussi savoir reconnaître ses limites et s'appuyer sur d'autres pour nous aider. Bien sûr, effectivement. Des commentaires sur cette slide où je continue, les amis. Que fais-je? Où vais-je? Ça écrit. Hop, ça écrit, mais ça bouge plus. Ah, voilà, Nicolas, l'adaptabilité, faculté de reconnaître des opportunités, être réactif. On continue, go on, merci les amis. Next, l'adaptabilité dans les entreprises, parce que le monde est en perpétuelle évolution, les avancées technologiques, l'évolution du marché, les crises, l'identifier, les candidats capables de s'adapter, de plus en plus d'entreprises nous demandent ça. C'est hyper important.
c'est hyper important dans vos recrutements d'aller chercher cette capacité de s'adapter. Et c'est pas toujours évident hein, de détecter les candidats vraiment capables de s'adapter parce que je vous donne un secret, les amis, qu'à vous, tous les candidats sont adaptables, motivés, curieux, dynamiques, etc. Oui, mais concrètement, comment vous pouvez me le prouver? Bah avec des choses que vous avez faites. Avec, c'est pas le tout de nous le dire en entretien de recrutement. Ah, Franck, Xavier Niel était là avec dans le big. Très bien. Adaptabilité organisationnelle. Deuxième point. Le deuxième, c'est l'entreprise, la structure. Comment elle peut s'adapter? Déjà, il faut avoir une réflexion sur structurelle. Ça veut dire quoi? Il faut être capable de réorganiser sa structure, de réorganiser ses processus. C'est pas simple pour l'entreprise parce que l'entreprise, elle prend du temps à trouver son mode de fonctionnement, ce genre de choses. Eh ben, moi, ce que je vous demande et ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas garder en permanence les mêmes processus, les mêmes structures ad vitam aeternam, même celles qui ont fait votre succès. Parce que un jour, il vous arrivera des petits soucis et on en parlera après. Développement professionnel, comment les équipes doivent s'ajuster aux nouvelles compétences requises dans un contexte évolutif. Soyez attentifs à vos équipes, soyez attentifs au fait que les équipes vont être capables de s'adapter. Donc, c'est à vous, managers, entreprises, de développer leurs compétences professionnelles pour qu'elles s'adaptent. Ouverture à l'innovation, et j'y reviendrai après sur l'ouverture à l'innovation. Adaptation d'outils technologiques pour améliorer les processus. Et là, l'IA en ce moment est en train de bousculer sérieusement les choses. Ça inquiète beaucoup de monde, ça doit être vu comme une opportunité. Et les entreprises qui ne font pas du test, ne sont pas déjà en train d'essayer l'IA, font une erreur stratégique. Parce que leurs collaborateurs le font. Et là, c'est pas juste l'individu. Je dis, attention, il y a déjà des entreprises qui ont eu du mal et qui sont pas encore vraiment digitalisées. Là, on passe dans une autre catégorie. On passe dans l'intelligence artificielle qu'il faut intégrer au niveau des processus, au niveau de la structure. Comment l'IA, structurellement, au niveau de notre processus, peut m'aider à performer demain. Et c'est ça la question. Et ça demande la dernière faculté, c'est l'agilité stratégique. Est-ce qu'on est capable d'ajuster les visions, les objectifs en réponse au niveau des marchés? Peu d'entreprises en sont capables. Une fois qu'elles ont trouvé leur rail, elles restent dans leur rail. Effectivement, la veille permanente, c'est fondamental. Et effectivement, elles ne le sont pas forcément. Et là, je vous prends un autre exemple, cette fois-ci aux États-Unis, d'une entreprise qui a fait preuve de tout ça. C'est Netflix. Je ne sais pas si vous connaissez vous connaissez forcément Netflix, enfin j'imagine, mais je suis pas sûr que vous connaissiez tous l'histoire de Netflix. Netflix, à la base, c'est un service de location de DVD qu'ils envoyaient par la poste. Vous pouviez recevoir votre DVD pour votre film, etc. Et ils ont fait un retournement de marché en passant du support physique au streaming et aujourd'hui à la production audiovisuelle. Donc c'est un vrai changement en fait. Hein, je vous loue, je vous envoie par la poste. En gros, c'était un peu la redoute du DVD. Hein, vous aviez un catalogue en ligne ou papier, vous choisissiez de voir tel film et vous envoyez le film, le DVD à la maison et après vous le renvoyez, etc. C'était ça le business de Netflix. Et ça a plutôt bien marché pendant une dizaine d'années jusqu'à ce qu'ils se mettent sur le streaming et là, ils ont complètement explosé. Aujourd'hui, ils sont en 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc effectivement, Julien, ils sont passés du matériel au dématériel. Ce qui demande une agilité stratégique de la part des dirigeants, une ouverture à l'innovation, ce qui n'est pas évident hein, pour la plupart des entreprises, des dirigeants, ce genre de choses. Ça nécessite d'être en veille, ça nécessite de regarder ce qui s'y passe, ce genre de choses. Surtout quand vous gagnez correctement votre vie, parce que Netflix gagnait correctement sa vie au départ. Ce n'est pas ce qu'a su faire Kodak. Alors merci Florine, parce qu'on va passer après à Kodak. On en parlera après. Effectivement, dans l'agilité organisationnelle, je vais citer une autre entreprise parce que ce sont les entreprises les plus performantes sont celles qui s'adaptent le plus. Vous connaissez peut-être pas Kering, le terme Kering. Kering, c'est aujourd'hui Gucci, c'est aujourd'hui des marques de luxe. C'est un peu le concurrent de LVMH en plus petit. Mais Kering, à la base, c'est François Pinault. Et François Pinault, à la base, avait une entreprise de négoce de bois. Pire. Ils sont passés en quelques décennies du négoce de bois à Gucci.
quelle preuve d'adaptabilité, quelle agilité organisationnelle il faut avoir pour se dire de négociant en bois, je vais devenir une des grandes marques de luxe au niveau mondial. Extraordinaire, effectivement, ex-Pinot Bois. C'est extraordinaire. Vous imaginez l'agilité qu'il faut avoir, l'envie de transformer, l'adaptabilité qu'il va falloir guider, donner à toute l'entreprise. C'est colossal le travail qu'il y a à faire. Et donc, c'est génial de voir des entreprises comme ça qui sont capables de se retourner, de changer du tout au tout, de partir d'un point d'appui et de basculer, de voir les tendances, d'être capable d'avancer. Il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, effectivement, vous en avez cité quelques-uns, Nokia, effectivement, compliqué, Kodak, j'aime bien cette petite caricature qui dit que Kodak est KO. Alors Kodak n'est pas complètement mort, mais Kodak grand public a disparu. Hein. Effectivement, ce qui est génial avec Kodak, c'est que certains doivent savoir que Kodak est l'inventeur et celui qui a déposé le brevet en 73 de l'appareil numérique et qui va en mourir. En tout cas sur sa branche grand public, qui était la branche qui gagnait beaucoup d'argent. Rappelez-vous, c'était les JO de Paris. Félicitations à nos amis parisiens qui ont organisé des très beaux JO. Aux JO, avant Paris, il y a quelques années, Kodak était le sponsor au même titre que Coca-Cola. Était un des sponsors phares. Aujourd'hui, Kodak, pour le grand public, c'est disparu. Ils existent toujours sur la branche professionnelle, ça gagne encore plutôt bien sa vie, mais sur la branche particulière, qui était une branche qui gagnait beaucoup. Et pourquoi? Parce que ils n'ont pas vu les pertes de marché. Ils n'ont pas écouté les signes de perte de marché. Ils n'ont pas fait attention au turnover élevé de leurs collaborateurs. Et ils ont eu une vraie difficulté, une vraie résistance à l'innovation, à l'anticipation des tendances futures. Effectivement, Kodak ne croyait pas à la photo numérique. Mais c'est presque logique, Philippe, parce que Kodak, on avait des gars là-haut qui avaient une marotte, qui avaient un marronnier qui était le consommable. C'est le Graal, hein, comme disent les entreprises. C'est des cash machines. Vous êtes obligé d'en racheter. Pour utiliser le produit, le service photographique, vous étiez obligé d'acheter des pellicules. C'est le Graal absolu. Aujourd'hui, c'est les cash machines, c'est les abonnements. Hein. Free, Spotify, etc., Netflix, etc. C'est les abonnements parce que c'est du récurrent. Hein, du MRR, comme ils appellent ça. Du MRR, c'est le Graal absolu d'être en MRR. Kodak n'a pas su voir ça. Et donc, faites attention dans votre entreprise si vous ne voyez pas véritablement ces signaux, vous ne les écoutez pas, qu'ils soient faibles ou forts, vous risquez de finir comme Kodak. Et c'est vraiment une preuve de manque d'adaptabilité qui peuvent être délétères pour vous-même ou pour l'entreprise, bien évidemment. Et pourtant, l'image numérique a été développée chez Kodak. Et oui, Valentin, 73 dépôts du brevet par Kodak du numérique. C'est ça qui est fou, hein, en interne. Pour favoriser, parce qu'on arrive presque à la fin de tout ça, je fais une petite pause, j'ai regardé, j'ai vu Pinot, Artemis, je connais pas Artemis Holding, je ne sais pas qui est Artemis Holding, les amis. Valérie qui m'a mis Artemis Holding, ex-PPR, je regarde dans la vie, il y a deux catégories, ceux qui regardent le monde tel qu'il est et ceux qui demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et qui se disent pourquoi pas. Oui, j'adore Philippe, j'adore Philippe. Alors, je suis un grand fan de SpaceX et j'ai été ébahi dimanche de voir ce qu'ils ont fait. Pour moi, c'était de la science-fiction, hein, ce qu'ils ont fait. Après, on aime ou on n'aime pas Elon Musk, peu importe le bonhomme. Je trouve que ce qu'ils font chez SpaceX est complètement affolant. J'ai regardé cette fusée décoller, atterrir et se faire attraper. En gros, hein, faut pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, allez voir cette vidéo. Ils ont attrapé un immeuble de 71 mètres de haut, 9 mètres de large, avec un bras. Avec une précision redoutable et le deuxième partie s'est craché à quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres dans l'eau, en plein milieu de l'océan Indien, et ils sont tellement forts qu'ils avaient posé une caméra sur une bouée, et quand le truc s'est craché, on a eu en direct la vue parce qu'ils savaient exactement où ça allait se cracher. C'est complètement dingue. On est vraiment dans Star Wars, la science-fiction. Moi, je pensais pas voir ça de mes yeux vus de ma vie, et je pense sincèrement que leur rêve
d'aller sur Mars va se réaliser, vous imaginez la capacité d'adaptation de ces gens-là au quotidien. On n'imaginait même pas une seule seconde qu'une fusée qui allait décoller, revenir était possible. Ils ont tué le match parce qu'ils ont divisé par 100 le prix d'un décollage de fusée et d'un atterrissage avec ce truc-là. Donc la capacité d'adaptation qu'ont ces gens-là est complètement dingue. Et ce qui est dingue, c'est que si vous regardez les essais qui sont toujours médiatisés, l'essai 1, on en est à l'essai 5, et eux, ils progressent à chaque essai, en fait. Ils progressent parce qu'ils s'adaptent, ils améliorent, ils se disent comment on peut faire autrement, etc., etc. Génial. Génial, absolument génial. Je sais pas si d'autres ont regardé ces vidéos. Si vous l'avez pas fait, allez voir. Ah, merci Valérie Lambeau, consultant Flamands Institut en Île-de-France. Je ne connaissais pas, je ne savais pas que la holding s'appelait Artemis. Merci. Donc voilà, donc effectivement, qu'est-ce qui peut favoriser l'adaptation dans une organisation? Encourager l'initiative. Et tout à l'heure, tout au début, il y a je sais pas qui m'a dit « Oui, mais on nous donne pas la prise de risque, le risque, on n'aime pas trop, effectivement. » Eh ben moi, je vous demande d'encourager la prise de risque. Contrôler, mesurer le risque, mais donner la possibilité aux gens de se rater. On va parler d'échecs un petit peu plus loin. Donner la possibilité aux gens d'échouer. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, dans les organisations dans lesquelles on vit, on ne donne pas la possibilité aux gens d'échouer. C'est une erreur stratégique parce que ça tue l'initiative. Donc, encourager l'initiative. Le deuxième point, c'est la formation continue. La formation continue des collaborateurs et de vous-même. Passez votre temps à vous former. Si vous êtes là, c'est que vous vous formez. Les webinaires du Flamands Institut, c'est aussi ce qu'on aime, c'est partager et c'est donner de l'information pour que les gens se forment, continuent à évoluer, à avancer, etc. Moi aussi, j'écoute, je lis, j'apprends, je vais à des conférences, j'en donne et j'en reçois et c'est fondamental. Et encouragez vos collaborateurs à se former. S'ils ne le font pas d'eux-mêmes, donnez-leur des vidéos, partagez-leur des articles, invitez-les à des conférences. Pour notre convention nationale au mois de septembre, j'ai invité tous nos consultants à la conférence de Luc Ferry. Je pense que nos consultants qui sont dans la salle, qui écoutent, ont pris plein de choses de Luc Ferry sur sa vision du monde, ce genre de choses, c'est fondamental. On leur a offert le livre de Luc Ferry à la sortie de la conférence pour notre convention nationale. Et ça, c'est pour moi, il me semble que c'est ce que toutes les entreprises devraient faire. C'est bien d'aller au Maroc, de faire des trucs et des machins, mais nourrissez-les, pas uniquement de ce que vous faites dans l'entreprise, nourrissez-les de grands conférenciers, donnez-leur la possibilité d'accéder à des gens s'ils ne le font pas d'eux-mêmes. Et vous allez voir que ça va ouvrir les yeux, le monde, les possibilités, le champ des possibles. Ajuster le style de gestion en fonction des besoins des équipes et des situations. Il faut ajuster en permanence. On peut pas rester monolithique. Créer un environnement où l'échec est adapté, est accepté comme une étape d'apprentissage. Oui, le test and learn. Regardez les fourmis, elles évoluent en permanence. Il faut accepter. On a dans nos rangs Marie-Laure Levanvaux, qui est coprésidente de 60 000 rebonds, qui est une association dont on est mécène au Flamands Institut, sur la gestion du rebond, la gestion de l'échec après un échec entrepreneurial. L'idée étant de dire que c'est pas grave si mon entreprise a planté, si j'ai fait des erreurs de gestion, si j'ai fait des erreurs de je ne sais quoi. Il faut que j'apprenne à rebondir. Et comme les chefs d'entreprise n'ont pas de chômage, quand vous êtes chef d'entreprise, souvent il n'y a rien derrière. C'est difficile la courbe du changement dans ces cas-là. Et donc il y a une association qui s'appelle 60 000 rebonds. Si vous êtes dans ce cas ou si vous connaissez des gens qui sont des chefs d'entreprise qui ont eu un échec entrepreneurial, dirigez-les vers 60 000 rebonds. Il en existe partout en France. On est membre fondateur de la version Occitanie et on est partenaire mécène de l'Occitanie. Donc l'échec, c'est bien l'échec. Pas passer son temps à échouer, bien évidemment. Il faut surtout apprendre de ces échecs. Et enfin, il faut faciliter l'exploration de nouvelles situations technologiques. Ça veut dire quoi? Testez, donnez à vos équipes des outils, des moyens, dites-leur d'aller à des conférences. Si vous avez la possibilité de payer à vos collaborateurs le CES à Las Vegas, allez avec eux au CES à Las Vegas. Ou en tout cas, regardez avec eux
ces grandes conférences de ces entreprises qui vous montrent toutes les innovations technologiques, etc. Le monde, que ce soit spécialisé dans votre métier ou que ce soit de manière plus générique, que ce soit des conférenciers en développement personnel ou que ce soit sur le comportemental ou sur des outils, etc. S'il vous plaît, ouvrez les possibilités et vous verrez que votre entreprise, votre structure, votre organisation ne fera que grandir. Je ne sais pas si dans vos organisations, vous avez cette culture-là. Je suis curieux d'avoir vos idées en commentaire. À bientôt, Anne. Merci de ta présence. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette ce qui favorise? Peut-être qu'il y a d'autres sujets qui permettent de favoriser. Je n'ai pas la prétention d'être exhaustif et de vous faire un cours magistral. J'essaie de l'instaurer depuis 1 an et demi. Et alors, sur quel sujet, qu'est-ce que vous avez fait, Olivia, par exemple? Ouais, je sais que c'est compliqué, Olivia. Mais quelles sont les actions, par exemple, que vous avez fait? Et les autres, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez fait des actions, voilà, comme. Mais c'est des petites choses, en fait. Il ne s'agit pas de faire, de gravir l'Everest comme notre ami, formation, développement de compétences. Ouais, bien sûr. Et effectivement, ça demande de la ressource aux managers. Ça demande aux gens à vous, dirigeants, managers, de pousser les collaborateurs. Ce qui n'est pas évident si c'est pas naturel, c'est pas quelque chose que vous faisiez avant. On passe pas de 0 à 1 comme ça, en fait. Le switch se fait pas direct. Il faut accompagner les collaborateurs. PS, bonjour. Bonjour, Philippe. Bienvenue. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait des actions? Je suis preneur de vos idées. J'ai vu Loïc qui m'a anticipé. Ouais, mais quelles actions concrètes? Est-ce qu'il y en a qui ont mis en place des choses au lieu de subir, bien sûr? Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes. Ça bouge tellement vite. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Exactement. Philippe, tout à fait. Des groupes de travail. J'ai coaché un collaborateur pour qu'il prenne le pilotage d'un projet de digitalisation des notes de frais. Exactement, Laurent. C'est ça. C'est ça. Il faut donner-leur des choses. Et ils le font pas comme vous. C'est pas grave. C'est pas grave. Et ils ont le droit d'échouer. Dites-leur. C'est pas grave. On va trouver. Vous êtes là pour les accompagner, pour faire en sorte que ça avance. Résultat, il a changé de dimension. Voilà, ça fait plaisir, Laurent. Participer à des programmes de mentorat. Raquel, bonjour Raquel. TBS est avec nous, Raquel. Toulouse Business School est avec nous. Faire travailler en équipe, ce genre de choses. Exactement. J'en arrive à la fin, il est 13h51, vous voyez, on a été rapide, efficace, on s'est adapté à la demande. Je sais que certains, comme moi, n'ont pas encore mangé et on va aller manger. Les prochains webinars du Florent Mention Institut, vous avez le programme pour les mois qui viennent jusqu'au mois d'avril. On a déjà fait à peu près tout le programme jusqu'à 2025. Mais n'hésitez pas à travailler. Je suis directeur général de transition. Oui, manager de transition, adaptation. Le prochain, ça sera les candidats sont-ils des menteurs en recrutement? Vaste sujet, ça sera Augustin. En janvier, ça sera le dry January, je suis nul avec ce mot-là. Ne mettez pas votre formation au régime sec, on parlera de formation. Le management sur les animaux, le 13 février. C'est le titre de notre futur livre qui sortira fin janvier, début février, le management sur les animaux. Gérer ses échecs, tiens, on en parlait, pour mieux réussir dans sa carrière. Voilà, on continue sur cette notion-là et on le fera en partenariat avec 60 000 rebonds justement le 20 mars. Et est-ce que les cloches vont vous apporter le candidat idéal le 17 avril? À bientôt Catherine, à très bientôt. Donc effectivement, voilà les prochains. Vous avez le lien ici et on vous enverra le support, le PowerPoint à l'issue de ce webinaire. Donc vous aurez le support. Donc participer à une action pour faire progresser le management, les faire participer au webinaire du Florent Mention. Tu as tout à fait raison, Franck. Et j'ai croisé encore ce matin dans ma conférence un collaborateur de l'école dans laquelle je donnais une conférence qui m'a dit « Mais je participe à vos webinaires de manière régulière et c'est mon manager qui m'avait transmis le lien. » Donc voilà, merci Raquel pour les bons thèmes pour les prochains webinars. N'hésitez pas à vous inscrire, ils sont déjà disponibles en ligne pour vous y inscrire. Vous pouvez poursuivre les échanges avec nous sur LinkedIn. Il y a notre page LinkedIn, abonnez-vous si vous n'y êtes pas. Notre site internet, bien évidemment. Et puis un
un petit récapitulatif de qui on est. Je vais pas rentrer dans le détail, une trentaine de consultants, un certain nombre. Je vois Philippe Mémard qui en fait partie sur Alès, les 2 associés et moi-même. Notre réseau de consultants, aujourd'hui une trentaine sur toute la France. Donc n'hésitez pas à nous appeler, on peut vous accompagner un petit peu partout. J'ose vous demander si quelqu'un pourrait me guider sur le statut d'expat. J'imagine que ça doit être d'expat, Monsef. Si quelqu'un, alors Monsef, si vous avez besoin d'une information, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer ses coordonnées ou Monsef, mettez votre email dans le chat pour que les gens qui étaient dans l'expat puissent vous répondre, comme ça au moins ils pourront directement vous répondre. Merci à tous, merci Arnold. À quand l'international pour le FMI? Ah, c'est un vaste sujet. Je préfère bien travailler. On préfère bien travailler sur la France. Vous aurez une surprise en 2025, effectivement. Vous voyez que on est mal couvert sur le Nord-Est, donc on travaille là-dessus. Et on reparlera d'international à ce moment-là. Vous allez voir si vous regardez, Jean-Philippe, vous regardez un petit peu, vous verrez qu'il y aura une connotation internationale. Voilà, mais la France est déjà un vaste sujet. Et les journées n'ont que 35 heures. Non, 24 heures, excusez-moi. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation, une bonne capacité de vous adapter. À très bientôt.